L'échiquier international, bienvenue à vous. Se dirige-t-on vers un remodelage du Moyen-Orient? Le génocide à Gaza toujours en cours, les bombardements au Liban toujours en cours, la Syrie, pays morcelé et occupé, les attaques contre Téhéran, le remodelage impulsé par l'entité sioniste veut dire en clair tout simplement détruire toute résistance à l'entité sioniste justement dans la région. Une politique belliqueuse et appuyée par Washington, en tout cas formellement. En coulisses, il y aurait peut-être des choses à dire et à nuancer. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. En tout cas, la rencontre entre Netanyahou et le président américain Donald Trump dans les prochaines heures se déroule au moment même des pourparlers au Qatar en vue d'un cessez-le-feu, ou plutôt d'un cessez-génocide en Palestine. Et au-delà, cette doctrine du chien fou incarnée par Netanyahou a-t-elle franchi un cap jusqu'à inquiéter les Américains? Ou peut-être que ce sont les Américains qui utilisent leurs alliés pour un agenda occulte au sein du Moyen-Orient? Qui contrôle qui utilise qui? Et les Arabes dans tout ça sont-ils une somme dévitalisée et à la marge? On décrypte la situation dans les prochaines minutes. À tout de suite. Pour parler de tous ces sujets, je reçois Manuel Pouchelet, analyste politique. Bonsoir Manuel Pouchelet. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. Toujours un plaisir d'échanger avec vous Manuel Pouchelet. Alors Netanyahou va rencontrer Trump dans quelques heures, on va en parler bien sûr. La France a autorisé une nouvelle fois l'avion de l'officiel sioniste de traverser son espace aérien malgré le mandat d'arrêt international de la CPI, puisqu'en principe les États membres de la CPI, comme la France, ont l'obligation d'arrêter Netanyahou si celui-ci entrait dans le territoire et de le transférer ainsi à La Haye pour être jugé. Un commentaire déjà sur cet aspect. Bon, c'est un aspect diplomatique pour l'instant où la France a laissé passer M. Netanyahou. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Paris et Jérusalem ont des liens étroits. Vous savez que la France est un soutien également à Israël, même si ces derniers temps, il faut le remarquer, le discours du président Macron a beaucoup changé. Mais vous savez, en ce moment, même en France, on s'interroge beaucoup sur ces répercussions de cette politique française au Moyen-Orient, où finalement on s'aperçoit qu'elle est écartée, puisque vous avez vu, il y a eu des tentatives de négociation aussi bien avec l'Iran qu'avec Israël et avec les Américains. Et je pense que les Français sont vraiment dépassés par les événements. Et malheureusement, je pense que c'est un message où le fait de laisser passer un avion d'un Premier ministre, on va dire étranger, même s'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, démontre bien une forme de faiblesse également des relations diplomatiques et des enjeux internationaux, sachant que cette personne sera aux États-Unis en tout cas. Netanyahou, donc un criminel de guerre selon la CPI, arrive à Washington pour s'entretenir sur la situation au Moyen-Orient. Mais surtout, Netanyahou vient sans doute quémander du soutien et de l'argent. Pour cela, il va forcément évoquer la menace existentielle qui pèse sur le peuple juif depuis Nabucodonosor. Enfin bref, blague à part. C'était un Netanyahou affaibli qui se présente à Washington, surtout après la séquence iranienne, Manuel Pouchelet. Alors, je vais vous dire, peut-être il y a plusieurs choses à analyser. Déjà, il y a un protocole important, c'est que le Premier ministre israélien se déplace aux États-Unis. Et ça, c'est important en termes de diplomatie, en termes de protocole. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un règlement de compte, si je puis me permettre cette expression, entre le président Trump et Benjamin Netanyahou. Pourquoi? Parce que à un moment, on a cru, et même dans vos éditions, vous nous l'avez dit, il y avait un risque que M. Netanyahou, tout simplement, mène un petit peu à la baguette les Américains, qui sont leurs plus fidèles soutiens dans la région. Maintenant, je pense que vous savez, après ce qui s'est passé avec l'Iran, cette crise qui a duré une dizaine de jours, il faut le rappeler, il est temps, comme le font les Américains, et c'est pour ça que Benjamin Netanyahu répond, on va dire, peut-être, c'est pas vraiment une invitation, j'ai peur que ce soit plus, on va dire, une convocation et pas une invitation, à ce que le président américain, on va dire, remette un petit peu certains choix, puisqu'il a soutenu son fidèle allié dans la région, mais en même temps, ils sont tous les deux en échec. Ils sont en échec avec leur lutte contre le Hamas, ils sont en échec avec la dernière lutte contre l'Iran, qui a démontré des capacités rares en termes de militaires et de riposte. Donc, si vous voulez, ils sont sûrement aussi en train d'esquisser le futur du Moyen-Orient à eux deux, puisque l'on sait pertinemment que M. Netanyahou a quand même de l'ambition. Il y a un projet de grand Israël qui serait une conquête, encore une fois, sur le Liban et même sur la Syrie. Et croyez-moi que dans les capitales voisines, on s'inquiète beaucoup de ce projet.
Le quid est de savoir si Donald Trump va les suivre. Moi, je n'y crois pas pour l'instant, puisque l'objectif de Donald Trump, c'est la paix dans la région. Et je pense que, vous savez, comme le font les Américains au regard de leur doctrine habituelle après un engagement militaire important, ils vont, on va dire, étudier les premiers enseignements de cette riposte, on va dire, iranienne, où justement de nombreux sujets et des défaillances ont été constatées. Une chose est sûre, cette guerre coûte très cher à l'antité-sioniste. Maintenant, je pense que Donald Trump va exiger un retour sur investissement, chose qui n'est pas forcément sûre d'obtenir du côté israélien, puisque l'économie israélienne est quand même en berne en tout cas. En tout cas, pour l'heure, l'entité sioniste continue ses opérations d'agression et de bombardement, qu'il s'agisse de la Syrie et du Liban. J'en ai parlé en tout début d'émission, c'est la fameuse doctrine du chien fou, puisque Netanyahou tente encore d'imposer sa feuille de route par la force et le fait accompli. Jusqu'à présent, ça a bien marché, ça avait marché avec Joe Biden, l'ancien président, et puis pour l'instant, ça a l'air d'avoir des résultats escomptés, en tout cas pour l'entité sioniste, concernant l'administration américaine. Oui, je vais vous dire que oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, Benjamin Netanyahu et même ses prédécesseurs utilisent toujours le même discours. Au nom de leur sacro-sainte sécurité, ils s'octroient le droit d'attaquer et d'être agressifs envers les pays voisins. Vous avez mentionné le Liban, vous avez mentionné la Syrie, vous pouvez également mentionner d'autres pays sur lesquels, l'Iran plus récemment, où ils ont effectué des frappes. Je pense que ce discours ne change pas, il est le même depuis leur indépendance, depuis 1948. Maintenant, vous savez, du côté des chancelleries occidentales, on écoute, mais on s'aperçoit une chose, c'est que peu importe le Premier ministre israélien en place, il y a toujours ce même discours. Donc finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'une répétition. J'allais dire que l'histoire bégaie, c'est l'expression consacrée, si vous voulez, à la situation. Maintenant, je pense que ces derniers temps, notamment ce qui s'est passé au mois de juin, démontre une forte limite où Benjamin Netanyahu et Donald Trump ont trouvé quand même un contradicteur tenace en la présence de l'Iran, en présence du guide suprême Ali Khamenei, qui a démontré des moyens de frappe qui sont forts, des innovations technologiques auxquelles il n'était pas préparé, qui, à mon avis, lors de cette rencontre, vont sûrement devoir faire un travail de coordination et de réviser leur coopération. Mais de toute façon, vous savez, derrière tout ça, il y a aussi des notions très importantes au niveau économique, parce que cette situation, vous savez, de guerre entre Israël et ses voisins, profite aussi à l'industrie américaine, notamment l'industrie de l'armement, qui est la première mondiale, où vous avez des pays de la région, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, qui sont prêts à dépenser sur une dizaine d'années 1100 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Et côté américain, ça leur fait quand même 10% des emplois sur leur sol. Donc le fameux concept, vous savez, qu'on a évoqué pendant sa campagne électorale, qui est le MAGA, Make America Great Again, se confirme. Alors au début, c'était dédié, si vous voulez, à une politique intérieure, mais finalement, qui se confirme aussi avec une politique extérieure. Et je vous rappelle que l'administration Trump, normalement, devait délaisser la politique extérieure au profit de l'intérieur. Mais finalement, il n'est pas mécontent, si vous voulez, de trouver ce sujet qui est le Moyen-Orient, ou le Mashrek, je devrais plutôt dire, qui s'invite encore une fois dans l'équation d'une politique externe aux États-Unis, pour lequel ils ont commencé à, on va dire, exciter les partis en présence, déjà avec la première guerre en Irak, ainsi que la guerre Iran-Irak, si vous voulez, des années 80. Donc ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, les deux, on va dire, ces deux grands alliés ont besoin de se concerter, mais je vous ferai remarquer qu'ils ont écarté d'office d'autres possibles alliés dans la région qui pouvaient les aider, où justement, entre les capitales arabes, il y a un peu moins de concertation, et je pense qu'ils ont peut-être malheureusement tous les deux réussi à diviser pour mieux régner. On va en parler, bien entendu. On va rester un tout petit peu encore sur le Liban et surtout la Syrie. On parlait du fait accompli concernant les deux pays, avec comme résultante ce qui est en vue pour Netanyahou, c'est l'extension des accords d'Abraham initiés en 2020, sollicité d'ailleurs de Donald Trump à l'époque. Mais avant cela, il fallait en finir avec la dynastie Assad et surtout affaiblir le Hezbollah. Actuellement, c'est chose faite pour donner un autre volet au fameux accord Abraham qui vise à englober donc la Syrie, le Liban. Donc derrière les bombardements de Netanyahou, il y a bien la feuille de route sioniste qui avance et qui enregistre des points, comme on dirait familièrement, au sein de cette région. Tout à fait. Alors, je dis des points. Pourquoi? Parce que vous avez une présence américaine en Syrie. Ça, on oublie de le mentionner. La présence américaine en Syrie, elle n'est pas neutre.
D'ailleurs, elle a contribué à renverser monsieur Bachar el-Assad. Elle a mis au pouvoir un gouvernement douteux avec un chef qui finalement, au début, était contre les Américains, puis tout d'un coup se rallie à eux. Et puis regardez, lorsqu'il y a eu les bombardements israéliens sur la Téhéran, comme par hasard, l'espace aérien syrien était, si vous voulez, libre de passage pour les aéronefs israéliens. Donc attention, vous savez, cette région est très particulière. Moi, j'ai la chance un petit peu d'y habiter aussi quand même, notamment au Liban. Et pour vous dire que vous avez un proverbe qui garde son secret est maître de sa route. Et là, encore une fois, on le voit, on voit cette confirmation, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir et expliquer, c'est qu'il y a une réversibilité permanente qui est basée sur de l'opportunisme, si vous voulez. Et je pense qu'Israël, dans son grand projet messianique, c'est surtout Benjamin Netanyahou qui a ce projet-là. Ne nous trompons pas, les autres premiers ministres israéliens ne l'ont pas spécialement. Mais en même temps, il y a une chose que l'on n'entend pas, c'est l'opposition israélienne qui est muette, mais qui en même temps ne partage pas forcément, si vous voulez, ce projet, puisqu'on sait pertinemment que pour y arriver, Israël va devoir mobiliser des quantités d'hommes, notamment de son sol, parce que les Américains disent qu'ils vont soutenir, mais ils ne fourniront que l'armement et en rien les servants, c'est-à-dire les militaires. Et vous savez que l'armée israélienne est, on va dire, très peu dimensionnée pour pouvoir mener à bien ce genre d'action qui, de toute façon, paraît utopique, mais attention, les pays de la région sont attentifs, notamment au Liban. On a un nouveau président qui est attentif et qui essaye de faire de son mieux pour faire régner l'ordre et la discipline, malgré un Hezbollah, si vous voulez, qui est affaibli, mais qui demeure toutefois très dangereux. C'est ce qui fait peur, on va dire, aux Israéliens. Et croyez-moi que cette arrivée de Benjamin Netanyahou à Washington n'est pas un geste anodin. Je pense que les deux personnes avec Donald Trump ont des choses à se dire et déjà tirer les premiers enseignements de cette campagne contre l'Iran qui a montré quand même certaines limites à ce risque d'expansion. Parce que si vous voulez, si ce projet devait se réaliser, je pense, et avec déterminisme, que les pays de la région ne se laisseront pas faire et pourraient agir. Mais pour l'instant, vous savez, je reviens à mon proverbe initial, c'est le secret absolu en tout cas, et c'est surprendre. C'est ce qui fait peur dans la région. Vous avez parlé à l'instant du président par intérim syrien Ahmed al-Sharra, anciennement al-Joulani, face à l'avancée sur tous les fronts des menées sionistes, à la fois diplomatiques et économiques, même militaires, semble adopter pour l'instant une posture pragmatique, forcée surtout par les conditions objectives, c'est-à-dire une économie syrienne exsangue. Et lors de la rencontre, on se rappelle, on avait parlé ici même avec Trump à Riyad le 14 mai dernier, al-Sharra a exprimé une volonté de paix avec l'entité sioniste conditionnée par la levée des sanctions américaines. Et en échange, l'entité sioniste exige une lutte active contre les groupes palestiniens, c'est-à-dire la résistance palestinienne. Disons les choses tout simplement et franchement. Oui, vous avez raison de le dire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la brigade Al-Quds sur le territoire syrien. Donc forcément, ce n'est pas le fait du hasard que l'espace aérien syrien soit ouvert pour que les aéronefs israéliens ou de Tsahal aillent pilonner, on va dire, les positions de la brigade Al-Quds, qui est une menace d'ailleurs qui a participé quand même, on va dire, au bombardement de l'entité sioniste lors de la dernière crise. C'est ce qui a d'ailleurs aussi contribué à la saturation du dôme de fer. Mais vous savez, le nouveau président syrien par intérim, il a encore sur son territoire des milices armées pour lesquelles il essaye d'avoir le contrôle, mais qu'il n'a pas. Il l'a par des billets détournés en demandant, on va dire, à Israël d'aller bombarder ses opposants et ses contradicteurs. Et je vous ferai remarquer aussi qu'il y a quand même eu des massacres, notamment au niveau de la communauté alawite, qui ont été médiatisés, voilà. Donc je rappelle la communauté alawite qui fait partie du clan principalement de Bachar el-Assad. Et Bachar el-Assad est réfugié actuellement en Russie et n'a pas sûrement dire, je n'espère pas cette expression maladroite, son dernier mot dans cette affaire. Maintenant, je pense que le président syrien est les pieds et poings liés, on va dire, et risquerait de se voir traité de collaborateur à cette visée expansionniste, d'ailleurs, d'Israël sur la Syrie et le Liban, puisque je vous ferai remarquer qu'il y a encore 24-48 heures, ce dernier a pris position pour que la Syrie s'en mêle encore des affaires libanaises, notamment dans la ville du nord de Tripoli, qui est particulièrement instable. Donc, si vous voulez, attention, il y a des immixtions étrangères qui feraient en sorte que ce nouveau gouvernement, on va dire, syrien, devienne un proxy de l'État sioniste et des États-Unis, en tout cas. C'est là qu'est le danger.
Un mot du Liban quand même. Le Hezbollah a perdu beaucoup de ses éminentes figures militaires et Oui. politiques ces derniers mois. Oui, Oui. c'est 2 ans, hein, c'est 2 ans qui viennent de s'écouler. Sans parler actuellement des pressions américaines incarnées par l'émissaire Thomas Barak, la mission serait, il le dit ouvertement, de démilitariser le Hezbollah sans remettre en cause sa présence politique au sein de la sphère politique libanaise. En échange, on évacuerait le sud Liban. On le voit, Manuel Pouchelet, vous le disiez tout à l'heure, on est au sein d'une région compliquée, une région où il y a un changement d'alliance rapide, mais on est obligé de constater que le dominion de la résistance face à la colonisation sioniste de ces dernières années est en train d'être complètement bouleversé. Ça l'est, ça l'est. Vous savez, le Hezbollah, pour l'expliquer de manière claire aux téléspectateurs, et c'est un parti politique et c'est également une milice armée. Quand j'entends parler d'évacuer le sud Liban, qui est attribué comme étant son fief, je rappelle qu'il y a quand même une présence onusienne de la FINUL qui est présente au sud Liban depuis 1978. C'est un des contingents les plus anciens déployés par l'ONU dans la région. En plus, ça profite à de nombreuses parties en présence, puisque ce contingent, on va dire, fait travailler des ouvriers libanais pour construire des infrastructures pour améliorer la vie des soldats de l'ONU, également participe à l'alimentation de ces contingents, et en même temps permet à des employés libanais, et là je parle de manière très générale, parce qu'ils ont également une représentation à Beyrouth même, et de faire le lien aussi entre les relations, et ça on ne vous le dira jamais assez. Il faut savoir que l'ONU a aussi un rôle un peu particulier, c'est qu'elle fait quand même la courroie de transmission entre Beyrouth et la capitale israélienne, si vous voulez. Donc quelque part, les Libanais qui profitent de cette situation sont quand même peu nombreux, puisqu'il y a une occupation d'ailleurs du territoire libanais par l'armée sioniste au sud. Et d'ailleurs, le président libanais plusieurs fois a exprimé des protestations pour faire entendre sa voix auprès de cette institution et prestigieuse institution. Mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de retour. Et en même temps, vous avez toujours cet éternel discours de Benjamin Netanyahou qui dit « Nous occupons le Liban pour assurer notre sécurité sur la frontière nord ». Maintenant, une armée étrangère présente au sud Liban n'est pas sans risque également pour elle-même, mais en même temps, sans le savoir, l'armée de Tzal fait travailler également l'économie libanaise, puisque vous vous doutez bien que, hormis le fait qu'il soit approvisionné régulièrement par des denrées venant du sud, donc c'est-à-dire d'Israël, il faut aussi profiter un petit peu de l'économie locale libanaise, si vous voulez. Maintenant, cette présence et cette occupation, les Libanais y sont habitués. Pensez à cette opération qui a eu lieu notamment au moment où Israël est monté jusqu'à Beyrouth lors des, vous savez, des assauts contre Sabra et Shatila, puis les opérations paix en Galilée. Maintenant, malheureusement, c'est un vrai sujet d'une occupation qui, de toute façon, je vous ferai remarquer, ne préoccupe pas forcément les voisins arabes. Donc, quelque part, je pense que tôt ou tard, le Hezbollah a toujours divisé, que ce soit au Liban ou même que ce soit dans le monde arabe, ou au Machrek en général. Il est revenu aussi, vous l'avez mentionné, affaibli de ce qui s'est passé, notamment dans son affrontement contre Israël après ces fameux attentats du mois d'octobre. Mais je vous ferai aussi rappeler que le Hezbollah a été très engagé aux côtés de Bachar el-Assad pour lutter contre l'État islamique. Donc, ils ont perdu énormément on va dire, de combattants. Mais attention, il ne faut surtout pas le sous-estimer. Surtout pas. Retour sur l'agression sioniste contre l'Iran. On a entendu le président américain Donald Trump adoubé d'un récit triomphant. Le nucléaire iranien aurait été détruit. L'entité sioniste est vainqueur et pouvait dormir tranquille. Sauf que les faits sont têtus. Et que nous disent les faits, hein, selon les médias CNN et quelques agences de renseignement américaines, excepté la CIA, l'Iran conserverait son potentiel nucléaire et gagnerait en légitimité régionale. Je pense que ça, on est tous d'accord. Et on a constaté également que la dépendance de l'entité sioniste envers les États-Unis avait atteint un niveau critique, remettant en cause même la souveraineté sioniste. Oui. Ce sont les leçons, ce sont les leçons qu'on a pu dégager de la séquence de l'agression de l'entité sioniste par rapport à l'Iran, avec en sous-main les Américains qui venaient en aide. Mais malgré tout, les Américains ne sont pas aussi triomphants que ça. Peut-être que en tout cas, c'est ce que les faits nous montrent.
Les faits nous montrent, vous l'avez très bien dit, les faits sont têtus. Je ne crois pas que, on va dire, les opérations militaires américaines aient détruit l'arsenal nucléaire iranien ou ce qui était en cours. Moi, je me méfie, vous savez, tant que j'ai pas de preuves, parce que regardez, on a mobilisé des avions qui sont venus des États-Unis, des bombardiers, pour lâcher des bombes de 14 tonnes sur des sites, et on voit que des petits trous, excusez-moi cette expression maladroite, mais en même temps, on ne sait pas ce qui a été détruit. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a le silence de Téhéran, qui ne dit mot consent. Vous le savez bien, ça c'est un proverbe qu'on utilise en France, mais on peut difficilement l'adapter à la région. Maintenant, je pense qu'ils ont peut-être accéléré une chose, que ce soit Israël, de toute façon, est sans contexte devenu vraiment un protectorat américain. Cette tête de pont que les Américains n'ont pas ou ont eu. Notamment, vous savez, on a évoqué lors de vos éditions la présence de bases américaines sur le territoire du Moyen-Orient, mais en même temps, Donald Trump est très méfiant puisqu'il utilise toujours à distance des porte-avions qui sont ses vecteurs de frappe. D'ailleurs, en 70, le président Nixon avait dit que le porte-avions était le bras armé de la diplomatie américaine, et cela se confirme. Maintenant, je pense que si les Américains retirent une partie de leur flotte en Méditerranée et dans l'océan Indien, je crois qu'Israël serait particulièrement exposé, notamment face à l'Iran, qui a démontré de vraies capacités militaires, mais en même temps, qui d'ailleurs s'est précipité, peut-être, alors les médias n'en parlent pas beaucoup, on va dire dans la succession, cette fois-ci un petit peu plus claire, du guide suprême, M. Ali Khamenei. Il a désigné de nouveaux acteurs pour le remplacer, si cette personne venait à décéder, à disparaître, et qui sont tout aussi motivés, si ce n'est encore beaucoup plus volatiles, et fait bien que Israël et les Américains perdraient leurs repères, notamment avec le régime iranien. C'est des mesures de sécurité, c'est-à-dire puisque Netanyahou avait dit qu'il le ciblait personnellement, donc il y a des mesures de sécurité en cas de bouleversement ou de changement de la donne politique en Iran. Oui, alors Benjamin Netanyahou, il menace toujours, mais vous savez, je pense que pour l'instant, le guide suprême a toujours le pouvoir, et il a d'ailleurs démontré avec habileté qu'il était capable d'être un contradicteur tenace face à cette coalition américano-israélienne, qu'il a quand même réussi à mettre en déroute malgré les destructions sur le sol iranien. Mais pour l'instant, le régime iranien est toujours présent, et je pense que cette rencontre au sommet entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont pour objectif, on va dire, de désigner le futur du Moyen-Orient. Mais je vais vous dire une chose, on attribue à Donald Trump finalement des velléités pacifistes dans la région, comme quoi il ne souhaitait pas s'engager, mais j'ai bien peur qu'il y soit contraint avec un allié israélien qui lui force la main. Maintenant, je serais curieux de savoir jusqu'où les Américains vont être capables on va dire, de soutenir Israël. Justement. Puisqu'on a regardé un contre-exemple pour faire très rapidement et répondre à votre question. Regardez, ils sont déjà en train de lâcher l'Ukraine. Donc maintenant, la question est de savoir la notion de temps. Alors justement, il nous reste 2 minutes, Emmanuel Pouchet, malheureusement le temps file. Trump a fait campagne présidentielle, on se rappelle, où il était question d'en finir avec les guerres du Moyen-Orient, il appelait ça les guerres d'Obama. Puis finalement, on l'a vu à bombarder les 3 sites stratégiques iraniens, sans parler de l'aide militaire à l'agresseur. Est-ce que Trump, dans ses échanges ou dans ses tête-à-tête avec Netanyahou, est-ce qu'il est libre de ses moyens? Est-ce qu'il a toute la marge de manœuvre pour parler à Netanyahou? Est-ce qu'il a une forme de politique qui prendrait d'abord les intérêts des Américains avant ceux d'un certain lobby? Moi, je pense que, vous savez, aux États-Unis, il y a un lobby, on va dire, israélien ou juif, qui contribue à hauteur d'environ 10-12% à l'élection du président américain. Et ça, c'est pas négligeable, d'autant que Donald Trump s'avance lentement mais sûrement vers les midterms qui auront lieu quand même en 2026. Je rappelle que Donald Trump est en échec sur sa politique internationale. Regardez, il est bloqué avec l'Ukraine et Vladimir Poutine. Il a tenté de négocier finalement. Il a eu une non-réponse et finalement rien du tout du côté de la Russie. Et il essaye de jouer son va-tout avec Benjamin Netanyahou qui semble lui offrir la réussite politique qui pour l'instant est un échec. Je parle de politique internationale. Maintenant, je rappelle que tous les dirigeants, peu importe que ce soit de l'Occident, des BRICS ou de tout où ils se trouvent,
Ils ne sont pas habitués au temps long, alors qu'au Moyen-Orient, c'est une culture. Et face à cette culture, que ce soit l'Occident ou d'autres pays qui souhaitent s'immiscer dans ces affaires qui sont particulièrement difficiles, malheureusement, n'y arriveront pas. Voilà. Et j'allais dire en conclusion cette phrase qu'un étudiant libanais avait dit à un journaliste français: si tu penses avoir compris la crise au Moyen-Orient, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Manuel Pouchelet, analyste politique, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. Merci pour tous ces éclaircissements. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain.